Les super-pouvoirs peuvent être physiques, mentaux, acquis par hasard ou après une quête personnelle. Il en va de même pour nos CMO multitâches et capables de rendre leur entreprise future-proof, tout en jonglant avec les exigences de la World Company. Plutôt que de parler stratégie et performance, nous avons décidé de sonder la personnalité de certains marketeurs du CMO Council de Service Plan, un club exclusif lancé en 2017 à Munich et étendu à la Belgique en 2022, réunissant les directeurs marketing les plus influents du pays. Présentez-vous en quelques mots. Voilà, donc je suis Aline Lemaire. Je suis un enfant de chez Coca-Cola, je dirais, parce que j'ai fait toute ma carrière là, 20 ans. Jusque juin, j'étais la directrice marketing chez Coca-Cola. Quel super pouvoir avez-vous acquis au long de votre carrière? Alors, je dirais que c'est un équilibre entre la réflexion stratégique et l'empathie. Tout au long de ma carrière, j'ai vraiment développé cette passion du résultat. Et donc, résultat que ce soit à court terme, mais toujours en gardant le long terme en vue aussi, c'est crucial. Je pense qu'au long de ma carrière, j'ai pu remarquer aussi que certaines décisions à court terme pouvaient avoir un impact négatif sur le long terme. Donc, ça m'a vraiment forcé à regarder et à garder toujours le long terme euh, comme une priorité. Et l'empathie, c'est cette bienveillance par rapport à l'équipe. C'est cette volonté de protéger l'équipe, de créer un environnement sécurisé où tout le monde euh, peut se développer et finalement où je peux révéler les pouvoirs, les super pouvoirs des autres. Et je pense que c'est vraiment cet équilibre-là qui peut me caractériser le Y plus. a-t-il eu des moments précis qui ont permis de révéler vos super pouvoirs? Alors celui qui est lié à la gestion d'équipe, oui, ça a commencé assez tôt. Je pense qu'à 26 ans, j'ai eu ma première équipe et une équipe très diverse. Au niveau des âges, j'avais des tout jeunes, j'avais des personnes qui étaient bien plus âgées que moi, j'avais des francophones, des néerlandophones, et très diverses au niveau de l'ambition aussi. Des personnes qui voulaient rester dans la fonction toute leur carrière et d'autres qui avaient déjà envie de partir après 3 mois pour devenir le futur CEO. Donc ça, c'était très très intéressant et très enrichissant en tant que leader parce que j'ai pris du temps pour comprendre les motivations de chacun et me rendre compte qu'un leader, c'est pas juste une personne qui a une théorie sur le leadership et qui va l'appliquer de la même manière à tout le monde. Non, je pense qu'un bon leader, en tout cas comme je le vois, va s'adapter à chaque personne, va pouvoir nourrir chaque personne selon ses besoins, ses ambitions. Et là, je me suis rendu compte que les personnes ont pu s'épanouir, ont pu obtenir des résultats. Et là, je pense que ça a été assez révélateur pour moi de montrer que performance et épanouissement ou bien-être sont pas incompatibles. Vous considérez-vous plutôt comme une héroïne tacticienne ou visionnaire? Je pense que vu mon héritage commercial, je suis plus tacticienne que visionnaire. En tout cas au niveau commercial, au niveau des actions marketing et autres, tout en gardant le futur en vue. Comme je l'ai dit, j'ai trop vu des actions à court terme qui avaient un impact négatif sur le long terme. Et aussi, pour revenir sur les équipes, il est crucial d'avoir cet objectif à long terme pour fédérer tout le monde, pour que tout le monde ait envie d'aller vers un objectif et trouver des idées. Maintenant, visionnaire, je pense que c'est plus dans cette gestion des équipes, où là, euh, où là j'étais, et je suis persuadée que des nouvelles choses ont besoin d'avoir lieu. Et la manière dont on gère classiquement les équipes euh, ne porte pas ses fruits. On peut travailler d'une manière plus empathique, plus osée d'être vulnérable, et que ça porte vraiment ses fruits. Moi, j'ai réussi à avoir des équipes hyper solides, solidaires, et d'obtenir des très bons résultats en même temps. Donc voilà, un petit mélange entre tacticienne dans les pratiques marketing et plutôt visionnaire dans la gestion humaine. Avez-vous eu un ou des mentors? J'en ai eu quelques-uns et différents selon mes carrières, enfin mes moments dans la carrière. Et je vais dire que j'ai appris autant des bons que des mauvais. Et j'ai parfois même plus appris des mauvais, je veux dire, parce que ça générait chez moi une réaction où je me suis dit, ouh, ça heurte mes valeurs. Et ça m'a permis de comprendre mieux qui j'étais grâce à ça. Maintenant, j'ai eu des mentors. J'ai commencé par quand j'étais à l'école, simplement. Avant la fin de mes études, j'avais la possibilité de travailler chez Coca-Cola. Mais c'était en vente. Et j'ai, pendant mes études, fait un stage en vente et un stage en marketing. Et clairement, le marketing, c'est ce qui me plaisait le plus.
Et pourtant, mon promoteur de mémoire à l'époque m'a dit, «Beh, envisage peut-être la vente parce que c'est une très bonne école après l'école, parce que tout au long de ta carrière, tu vas devoir vendre. Tu vas devoir vendre ton produit, mais vendre un projet, parfois toi-même.» Et donc j'ai suivi son conseil. Et clairement, quand moi j'ai commencé chez Coca-Cola, j'étais quelqu'un d'extrêmement introverti. Quand je devais appeler les clients, je me cachais parfois dans un coin d'une petite pièce parce que je voulais pas que les gens m'entendent. Et à force, ça permet de s'ouvrir, de se tester. Et ça, c'est un très bon apprentissage que, enfin, je remercierai toujours mon promoteur maintenant. Et ça m'a permis aussi de comprendre comment ça se passe sur le terrain, de savoir comment on exécute des plans, d'être focalisé sur le consommateur, l'impact du consommateur. Et donc, ça a créé un peu la personne que je suis actuellement. Puis j'ai eu d'autres mentors, des mentors dans la gestion d'équipe, des personnes incroyables qui réussissaient vraiment à motiver les gens, qui avaient un côté humain assez important, des personnes qui m'ont appris à parler en public. Aussi, je pense qu'au tout début, j'étais tellement craintive avec mes petites notes qui tremblaient. Et au fur et à mesure, grâce à ces personnes-là, ils m'ont aidé à apprécier et à avoir du plaisir à présenter en public. Et puis d'autres personnes qui m'ont donné confiance dans le marketing aussi. Parce qu'avec début de carrière très commerciale, ces personnes-là m'ont appris aussi à me concentrer toujours sur le consommateur, à avoir les bons objectifs en tête. Quelles expériences positives ou négatives ont marqué votre carrière? Alors, j'ai un moment clé dans ma carrière qui m'a permis de confirmer la manière dont j'ai envie de m'occuper des équipes. J'ai eu une personne dans mon équipe qui voulait venir travailler avec moi. Et cette personne avait plutôt mauvaise réputation. La plupart des gens avaient un peu laissé tomber en disant, OK, on n'en fera rien de cette personne-là. Et, euh, et bon, moi, ça touche mes valeurs quand on dit ça. Et j'avais eu un petit challenge personnel. Et là, j'ai travaillé avec cette personne et encore maintenant, elle a des promotions année après année. Elle a réussi à la révéler, elle a réussi à comprendre qui elle était, avoir confiance aussi dans du management. Et ça a été un élément clé vraiment dans ma carrière pour montrer qu'il ne faut pas laisser tomber les gens, il faut réussir à trouver comment on peut réussir à développer les gens. Maintenant, je ne dis pas, j'ai eu des personnes où j'ai tout essayé et ça ne fonctionnait pas. Mais je pense qu'il ne faut pas laisser tomber trop vite, ça clairement. Alors un autre élément clé dans ma carrière, ça c'était une baffe que j'ai eue, euh, parce que j'ai toujours envie de tout bien faire, d'être parfaite. C'est probablement un problème de confiance en soi, où tous mes dossiers étaient toujours hyper carrés, tout était vu dans tous les détails. Mais ce qui me rendait parfois un peu inflexible aussi, quand on venait avec certaines remarques ou certains feedbacks, ah non, moi j'avais déjà pensé à tout. Et je pense que ma responsable à l'époque me disait, Aline, on le voit vraiment comme quelqu'un d'hyper arrogant, un peu bitch, je vais dire le terme. Et ça m'a vraiment choquée parce que je suis pas comme ça. Et je me suis dit, ah, mais si les gens ont vu ça, c'est que je communique mal, c'est qu'il y a quelque chose que je fais pas bien et j'ai pas envie que les gens me perçoivent comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai osé montrer ma vulnérabilité, que j'ai osé montrer que, ben non, en fait, j'ai pas les réponses à tout et que c'est OK. Et en fait, ça a été une ouverture incroyable parce que les gens venaient vers moi. Les gens euh, osaient me donner, enfin, venaient me donner des idées. Moi, j'avais des idées bien plus intéressantes que celles que j'aurais pu avoir toute seule. Et cette claque, au moment même, je pense avoir dû pleurer, mais qu'est-ce que ça m'a aidé pour l'avenir. Donc, je remercierai toujours cette personne de ne pas avoir été très délicate et subtile avec moi parce que ça m'a vraiment permis d'évoluer. Le fil conducteur de votre vie et de votre carrière, c'est donc l'humain. Oui, c'est ce dont je suis le plus fière, honnêtement. On a fait des campagnes extraordinaires, hein, lancer des produits, avoir des campagnes télé, enfin, on a fait plein de choses dont je suis là, j'appelle ma famille, tout regardez ce qu'on a fait. Évidemment, je suis fière de tout ça, mais les choses qui restent vraiment, moi, c'est la manière dont on a pu faire grandir les gens et ces personnes-là ont fait grandir le business, ont apporté des choses, ont pu soutenir et je pense que si mon équipe était épanouie, malgré la pression qu'on a, parce que la pression est énorme. Bah oui, ça c'est clairement une fierté. Quels sont vos rituels pour rester créatif sous la pression?
Alors la première astuce, c'est on se prend le mur et puis on apprend, je pense. On apprend au fur et à mesure. Je pense que pression et créativité, ça va pas ensemble, vraiment pas. Et, on a, je pense que c'est humain, tendance à avoir des très mauvaises habitudes quand on est sous pression. Et je pense que quand on est connecté à ce qu'on ressent, on doit pouvoir se dire: «Ouh là, la pression, elle est plus saine, il faut pouvoir la gérer». Alors la pression a plein d'éléments très positifs aussi, hein. J'ai toujours adoré le stress avant une grosse présentation ou quand il faut développer un plan, libérer. C'est génial la pression, mais il faut que ça reste sain. Et pour que ça reste sain, il faut pouvoir prendre du recul, pouvoir s'octroyer des pauses. On a trop tendance, quand on a plein de pression, de travailler jour et nuit, de pas s'arrêter. Ça marche sur le court terme, sur le long terme, ça fonctionne pas. On perd, la vue se rétrécit, hein, c'est comme quand on roule très vite, la vue se rétrécit, on voit plus les différentes perspectives, on n'a plus les bonnes idées, on réagit à chaud, on prend pas bien soin de soi ou des équipes. Donc je pense que c'est très bateau, mais il faut protéger son sommeil, c'est important. Si on dort pas bien, le reste ne fonctionne pas. On est stressé, on est stressant avec les autres, on n'a pas d'idées. On a tendance, quand on est stressé et sous pression, de manger sur un coin de table un petit truc qui est vraiment pas bon. Ben non, l'alimentation est cruciale, c'est l'énergie qui va nous permettre d'avoir justement ces bonnes idées. Hem, Quand j'étais vraiment très stressée, je me suis même mise à la peinture au numéro. Je pense que j'avais dû faire ça quand j'étais petite, mais on se retrouve avec juste rien faire. C'est créatif, il faut pas penser, il y a un numéro, une couleur, on fait et à la fin, on a un chouette résultat. Enfin, c'est des bêtises, mais ça aide. Hem, Ce que je faisais aussi, c'est: «Ah, il fait beau, ben, je vais appeler en marchant dehors plutôt que devant mon ordinateur coincé dans l'écran. Un meeting avec les collègues, on fait allez, on sort. Donc je pense que plus la pression est là, plus il faut ralentir. Et c'est tout à fait contraire à ce qu'on a tendance à faire, mais il faut se forcer. C'est la seule manière d'y arriver. Je suis très curieuse. Euh, J'adore, j'ai toujours été. Je lis énormément. Je pose énormément de questions, parfois trop de questions. Et je suis très, je remets en question moi-même aussi. Je ne pense jamais avoir toutes les réponses. Donc j'adore écouter les gens, comprendre comment ils fonctionnent. Enfin, même quand je vais au garage avec ma voiture, je leur demande ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait. Et je trouve ça toujours très intéressant. Donc je pense que ça, chez moi en tout cas, ça démarre par la créativité, par m'inspirer des autres. Et puis, par l'humour aussi et par juste, s'amuser. J'ai des collègues comme ça avec lesquels on rebondit sur des idées, on va parfois vers des idées qui sont complètement loufoques pour finalement arriver avec quelque chose qui est réaliste. Je pense que aussi ça, c'est, un peu d'autodérision, pas se prendre au sérieux. Chez moi, ça me permet de déclencher ma créativité. Comment percevez-vous les avantages de travailler dans une entreprise internationale plutôt que locale? Alors j'ai 20 ans d'expérience dans une multinationale, donc je n'ai pas d'expérience au niveau des entreprises plus locales, clairement. Les avantages d'une multinationale, c'est qu'il y a toute une armée qui est là pour nous aider. On a des moyens considérables. On a la chance de pouvoir apprendre aussi grâce aux expériences d'autres pays, d'autres choses qui auront été faites. On peut tester, on peut voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On a cette chance d'avoir d'autres perspectives aussi grâce à des collègues dans d'autres pays, parce qu'ils fonctionnent dans notre pays, ils ne fonctionnent pas dans un autre, ils vont tester autre chose qu'on va pouvoir implémenter. Donc ça, oui, on a beaucoup d'outils. Je veux dire, Coca-Cola, dès le début, a investi dans l'intelligence artificielle. On a eu dès le début un chat GPT interne, on a eu des formations pour pouvoir utiliser l'outil, pour tester. Donc ça, c'est aussi une chance réelle d'avoir tous ces outils à notre disposition. Et puis il y a des moyens considérables qui permettent de faire des campagnes qui sont assez incroyables. Ouais. Les avantages de cette multinationale, c'est tous les outils qu'on peut avoir au niveau local. C'est crucial, comme je dis précédemment, l'important c'est de se concentrer sur le consommateur. Et le consommateur, bah, il est local. Et ça, c'est parfois des discussions qu'on doit avoir avec les multinationales aussi. Je pense que la Belgique est un petit marché, mais très complexe, très enrichissant, avec la culture francophone et néerlandophone. C'est pas toujours compris par des multinationales. Et moi, j'étais responsable de Belgique et Pays-Bas. Mais certaines personnes vont croire que le français qu'on utilise en Belgique est le même que celui de France, ou le néerlandais de Belgique est le même que celui des Pays-Bas. C'est pas le cas. Et si on perd ces nuances, on perd la connexion avec les consommateurs, et c'est vraiment ça qui fait la différence.
Et il y a ça en termes de communication, mais aussi tous les partenaires locaux qui sont géniaux. On peut travailler avec les méta, très intéressant pour avoir beaucoup d'impact, mais les agences locales qui connaissent vraiment bien les consommateurs, qui savent comment les toucher d'une manière plus authentique, c'est incroyable de travailler avec eux. Donc oui, je trouve que les deux sont très enrichissants et apportent l'un à l'autre. Les CMO ont de moins en moins de marge de manœuvre et d'influence. Vrai ou faux? Après, il y a une pression financière qui est incroyable et, euh, et ça fera rire certains, mais c'est vrai que marketing, c'est toujours vu comme du blabla. C'est toujours vu comme ah, c'est ceux qui font du boucan, qui dépensent beaucoup d'argent, mais est-ce que ça rapporte vraiment? Et c'est de nombreuses discussions comme ça qu'on doit avoir. Mais je trouve que c'est un excellent challenge parce que, euh, parce que sans le marketing, les produits ne se vendent pas non plus. Et c'est aux équipes marketing à se professionnaliser, à pouvoir être aussi compétents au niveau finance, pouvoir dire que tel investissement rapporte ça. Et je trouve que c'est justement une super opportunité de se professionnaliser et de travailler avec les équipes financières qui, elles, comprennent clairement pas ce qu'on fait. Mais c'est notre rôle aussi de leur expliquer et de leur dire, bah, écoute, si tu fais pas cette campagne-là, voilà, peut-être que oui, demain, tu seras content parce que ce seront des dépenses qu'on n'aura pas faites. Mais après-demain, tu vas avoir d'autres soucis et qu'il faudra plus de temps pour pouvoir récupérer. Donc, oui, je pense que ça rend les choses plus complexes que dans les périodes où il y avait moins de pression financière, mais ça rend ça hyper enrichissant pour les CMO. Ça nous oblige à élargir notre profil, à acquérir d'autres compétences. Je peux vous assurer que j'ai eu de nombreuses discussions avec les équipes commerciales qui me demandaient, et financières, qui me demandaient de prouver que X GRP allait générer X ventes. Le lien n'est pas direct et ça demande beaucoup de discussions et d'apprentissage et de gestion des données. Mais non, non, maintenant, vu la pression qu'il y a sur les ventes, sur les profitabilités, sur les parts de marché, je peux vous assurer que même dans une boîte comme Coca-Cola, l'équipe marketing est mise sous pression. En tant que CMO, essayez-vous, comme une super-héroïne, de rendre le monde meilleur? Bien sûr, tout à fait. Je pense que vous avez compris ça déjà avec mes réponses précédentes. C'est là où je suis fière de pouvoir avoir un impact et d'avoir un impact avec un marketing qui est durable, qui est éthique. Et ça va dans les valeurs qu'on prône. Je pense que les valeurs de diversité et d'inclusion, maintenant plus que jamais, sont cruciales. Et ça va vers nos campagnes, c'est certain, mais ça va vers le support d'associations qui font du travail extraordinaire. Et là, en tant que CIMO, on peut soutenir ces associations et on le fait. Et ça, c'est un élément, mais comme je l'ai dit précédemment, pouvoir, à ma petite échelle, avoir un impact sur les gens avec lesquels on travaille, avec son équipe, mais avec les partenaires, pouvoir montrer justement qu'il y a une autre manière de travailler qui est plus respectueuse et avoir faire son petit chemin, avoir son petit impact qui va avoir, j'espère, avoir un impact positif, faire effet coup de tuile, où les autres vont se dire, bah oui, en fait, moi aussi, je peux travailler comme ça, je peux aussi avoir cet impact-là. Et j'ai remarqué ça au niveau de mon équipe. Mon équipe partage mes valeurs. On a eu la chance de pouvoir travailler sur un projet, enfin sur plein de projets, mais dernièrement sur un projet contre le harcèlement scolaire. Euh, Tout le monde va vouloir travailler sur ce projet, même si ça ne fait pas partie directement de nos objectifs. Ils vont prendre des heures sur leurs heures privées parce que ça fait partie de nos valeurs et ça nous rend fiers. Un conseil ou un message aux jeunes qui veulent devenir CMO? Je pense qu'il faut pouvoir être ouvert à plusieurs compétences, continuer à apprendre tout le temps. Je pense que, et maintenant encore plus qu'avant, ce qu'on apprend en première année d'études est généralement obsolète quand on sort de l'école. Donc avoir cette curiosité. Quelque chose qui est très important, c'est le réseau. Je l'ai appris assez sur le tard, pour être honnête, parce qu'on était souvent concentré sur ce qu'on fait. Mais le réseau est crucial pour pouvoir justement avoir des perspectives différentes. Il ne faut pas voir les autres sociétés comme des concurrents. On a tellement à apprendre des autres sociétés. Donc, voir ce qui développe, ce qui ne développe pas, les, euh, les problèmes et barrières qu'ils ont pu avoir, on peut être confronté à ça aussi. Donc, je pense qu'il faut, pour les CMO, avoir ce réseau, discuter, être curieux, ça c'est certain. Il faut travailler sur les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la gestion des datas, le numérique. On ne demande pas à un CMO d'être expert là-dedans, mais de savoir
que ça existe, comment l'utiliser, pouvoir challenger les agences avec lesquelles on travaille. Donc ça, c'est important. Je dirais aussi, comme j'ai dit, tout ce qui est aspect financier, c'est crucial. Un CMO ne fait pas qu'une jolie campagne télé. Un CMO, c'est le gestionnaire d'une marque, et une marque, ça comprend tout, la communication, mais aussi la profitabilité. Et un CMO responsable d'équipe. Et ça, vous avez compris que c'était quelque chose qui était important pour moi. Et je pense que là aussi, c'est pas parce qu'on évolue dans sa carrière qu'on devient manager ou qu'on sait gérer une équipe simplement parce qu'on a une promotion. Ça s'apprend. Être bien gérer une équipe, faire en sorte d'avoir une équipe solide, forte, ça s'apprend. Et ce sont des compétences à acquérir. Qu'attendez-vous de vos agences partenaires? Je pense que dès le départ, il faut créer d'abord une bonne relation agence. Et agence, c'est pas moi en tant que marque, on n'a pas de niveau hiérarchique, je dirais. Je pense que ça, c'est pas sain. Parce qu'alors, j'apprends pas de mon agence. Parce que mon agence, alors, elle va juste faire ce que je lui demande. Et moi, ce que j'attends de mon agence, c'est qu'elle me challenge. Et certainement dans le contexte actuel où on est un peu trop orienté court terme, moi, je veux qu'elle puisse me dire, mais en fait, c'est beaucoup trop court terme. Ça va avoir des conséquences, ça va détruire ta marque. Donc, j'attends cet échange, ce partenariat avec l'agence. J'attends qu'ils puissent m'aider à nourrir ma curiosité. Eux, clairement, doivent être spécialisés dans les nouvelles technologies, dans les nouvelles tendances. Ils doivent me dire, ça, c'est quelque chose qui est important. Ou, ah, merci pour ton idée, Aline, mais en fait, c'est déjà plus hype depuis au moins, et hype, probablement que ça n'utilise pas ça comme mot, mais depuis des semaines. Donc, ce partenariat, cette expertise, euh, ça, j'attends d'eux, vraiment, et me challenger et d'être assez adaptable et agile. Parce que clairement, et je pense que ça, enfin, en tout cas, c'était notre réalité, les budgets marketing sont de plus en plus conditionnés aux résultats. Et donc, un budget qu'on peut recevoir en début d'année peut être tout à fait différent de celui qui nous restera en fin d'année. Ça va demander aux agences aussi de rester créatives et agiles et pouvoir répondre et réagir à ce genre de... Parvenez-vous à consacrer assez de temps à ces agences en dehors des briefings? Pas toujours. Et s'il y a quelque chose que je regrette, c'est ça. Parce que chaque discussion avec les agences, un lunch, ceci, cela, a toujours été extrêmement enrichissant et nous a permis d'avancer beaucoup plus. Donc là aussi, je pense que c'est un investissement de prendre le temps de discuter avec les agences en dehors des briefings. J'ai toujours invité les agences quand on fait la grande messe de début d'année, où on leur présente toutes les marques dans un grand show qu'on fait pour les équipes commerciales, parce que je veux que depuis le début de l'année, ils comprennent quels sont les objectifs des équipes, quels sont les plans qui arrivent, pour qu'ils soient intégrés. Et puis les agences, ils ont plein d'expériences avec d'autres sociétés aussi. Je me rappelle très bien avoir appelé une de mes agences en disant, écoute, là, je suis bloquée. Ma créativité a ses limites. Je ne trouve pas de solution. On discute, on prend un lunch. Explique-moi comment est-ce que toi, tu verrais les choses de ton expérience, du passé ou d'expérience avec... Et ça aide vraiment. Oui, si j'ai un regret jusqu'à maintenant, ou en tout cas ce que je vais faire plus, c'est de passer plus de temps dans des discussions informelles, parce que ça nous fait vraiment avancer. Avez-vous remarqué des changements ou évolutions de ces agences au long de votre carrière? Je pense qu'ils subissent, entre guillemets, les mêmes changements que nous, on peut avoir en tant que multinationales, c'est qu'ils se regroupent. On voit que des petites agences font partie maintenant de grands groupes, avec ce que ça a de positif et les contraintes que ça peut représenter aussi. Ça, c'est plus au niveau structure, mais je trouve que les gens, à partir du moment où on crée justement ce partenariat, on fonctionne tout aussi bien qu'avant. Ils ont toujours cette volonté d'apporter un changement, de faire avancer les choses. Un simple exemple, la manière dont je travaille avec les agences, c'est que le jeudi, les agences sont au bureau avec nous. Et on va luncher ensemble, ce sont des collègues comme les autres, et ça nous permet d'échanger, ça leur permet aussi parfois d'entendre ce qui se passe et de se dire, ah oui, mais en fait, ça, je ne savais pas, ça peut m'aider pour ceci. On les avait invités, comme je disais, à la grande messe de début d'année. Et déjà, ils réfléchissaient à la campagne qu'elle allait avoir 6 mois après. Ça leur a permis de réfléchir à un partenariat, de faire
des discussions avec des influenceurs, de créer une histoire. Si je les avais briefés comme on fait malheureusement souvent trop tard, ils n'auraient jamais eu cette possibilité de créer. Donc moi, je suis assez contente de la manière dont je travaille avec les agences. Et l'IA dans tout ça? Alors, ça commence d'abord par démystifier l'intelligence artificielle. Je pense que ça, c'est le premier travail à faire au niveau des équipes, c'est réussir à leur faire comprendre que l'intelligence artificielle n'est pas là pour les remplacer, mais est là pour les rendre plus efficaces et leur faire peut-être gagner du temps et faire que leur temps soit concentré sur les tâches qu'ils aiment le plus, généralement la créativité et la stratégie. Donc, je pense que ça, c'était la première étape. Et ça a aussi, parce que moi, je suis une personne curieuse, j'aime bien ce genre de choses. Donc, d'emblée, je vais être très positive, mais tout le monde ne l'est pas et tout le monde ne doit pas l'être. Hein. C'est normal, tout le monde est différent, mais on doit réussir à amener tout le monde vers une direction. Et donc, ça a pris déjà du temps. Et on a pu le faire avec des jeux, animer et faire en sorte que les gens découvrent que même si les outils sont là, leur input est crucial pour les résultats. Sans eux, les résultats ne seront pas les mêmes. Et donc, ils ont toujours une importance. Donc ça, je pense que c'est la première base. C'est montrer à tout le monde qu'ils auront toujours un rôle, ils auront toujours une importance. Maintenant, les outils vont leur faciliter la vie. Et c'est tester, encourager. Comme je vous ai dit, on avait un chat GPT interne. Et puis, au fur et à mesure, on a eu d'autres applications qui étaient disponibles. Et c'est... Moi, j'ai testé moi-même. C'est encourager les équipes à dire, en fait... j'ai su faire ce briefing comme ça grâce à ChatGPT, essaye. J'en avais encore beaucoup qui étaient gênés en train de dire, mais non, en fait, c'est pas moi alors qui ai fait le travail, c'est ChatGPT. Je fais, mais en fait, non. Enfin, si, bien sûr que c'est toi qui as fait le travail et ça t'oblige à poser les questions différemment, à tester. Donc, ça a été... Et donc, au day-to-day, et pour plein de tâches différentes, je me rappelle un exemple, j'en avais déjà parlé, c'est bête, hein, mais on a des nouvelles personnes qui sont dans l'équipe. Trop souvent, on oublie d'annoncer que la personne arrive parce que il faut se dépêcher. Mais pourtant, cette annonce est cruciale. C'est important pour que la personne se sente reconnue, se sente bien accueillie. Mais grâce à ChatGPT, j'ai pu réussir à faire une annonce en moins de 5 minutes et être sûre que ce soit communiqué. Alors, est-ce que ça va changer mon business? Non. Mais est-ce que ça change la manière dont la personne se sent accueillie et après la manière dont elle va pouvoir travailler? Oui. Et il y a plein d'exemples comme ça où ça peut faciliter les choses. Et moi, j'ai hâte d'encore creuser pour voir tout ce que je peux apprendre grâce à ChatGPT et autres intelligences artificielles. Et j'en ai parlé aux agences aussi, parce que je pense que les agences aussi peuvent être sous pression là. Et là, j'ai eu des discussions qui étaient hyper enrichissantes, parce qu'ils m'ont dit, mais en fait, si tu veux briefer correctement une vidéo via intelligence artificielle, il faut savoir comment lui dire où doit être mise la lumière. Est-ce que toi, tu sais où tu dois mettre la lumière? Non, en fait. Donc, eux, ils continuent, grâce à leur expertise, à pouvoir obtenir le meilleur. Et ils disent, là où avant, on nous paye par heure pour obtenir quelque chose, peut-être qu'enfin, on va arriver dans un système où on va nous payer pour notre idée. Et que l'idée ait pris 5 minutes à arriver, ou 3 semaines, ce sera l'idée qui fera la différence. Donc, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient très optimistes, tout en sachant qu'on doit évoluer, on doit changer. Merci Aline. Avec plaisir. C'est ainsi que se termine cet épisode. Un immense merci à notre invité du jour pour avoir partagé son expérience, ses insights et un peu de ses super pouvoirs avec nous. Si cet épisode vous a plu, ne manquez pas les prochains, où nous continuerons de dévoiler les talents cachés et les pouvoirs extraordinaires de ceux qui façonnent l'avenir du marketing. Une collaboration Service Plan Group et Média Marketing.